Juste après Valence, et c'est pour ça que j'étais introduit un peu par rapport au contrat que j'avais signé par rapport à l'entreprise. À Valence, je dois renouveler mon contrat, mais l'entreprise, vu qu'ils avaient mes droits, devait prendre une très grosse somme d'argent, qui revenait aussi à 55% de mon contrat à moi. Donc du coup, ma mère elle était venue le jour de la signature du contrat et on se retrouve et je vois que les numéros ne sont pas ceux qui avaient été annoncés. Donc du coup, sur le moment, ma mère elle me demande, elle se tourne vers moi et elle me dit est-ce que tu veux vraiment signer quoi? Donc sur le coup, je dis non parce que c'est pas ce qui avait été dit. Pour moi, à partir du moment où, entre guillemets, on ne te respecte pas, où les termes ne sont pas respectés, où le reste ne sera pas respecté après, parce que tu signes un contrat, mais c'est aussi une valeur qu'on t'apporte, un temps de jeu qu'on va t'apporter aussi. Donc je signe pas le contrat à Valence et je pars en Ligue 2, en Segunda, au Nastic. Donc là, je joue une saison et demie là-bas et c'est là où je reçois un appel encore une fois de Phil Neville. Phil Neville qui était l'entraîneur qui m'a fait débuter à Valence. Et Phil Neville c'est la génération un peu des Beckham en Angleterre. Et il me dit Will, on vient de m'appeler. Brad Friedel qui était gardien à Tottenham à l'époque, qui était entraîneur à New England à Boston. Il m'a dit qu'il te voulait, est-ce que ça te dit? Et sur le coup, je me souvenais juste que dans ma chambre avec Josh, qui était mon chambré de l'époque, on avait mis un drapeau des États-Unis dans la chambre, tu vois. Ouais. Et on s'était dit, un jour on va jouer aux États-Unis, tu vois. Quand il me dit ça, je dis ok quoi. Je dis ok, et c'est une nouvelle expérience. Des gens qui te veulent vraiment. Entre guillemets, la personne qui m'a fait goûter aussi au monde pro à Valence, c'était un peu des conditions pour dire ok, je vais dans un club qui me veut, avec des gens qui comptent sur moi et pouvoir être important et faire ce que j'aime quoi. D'accord. Du coup, c'est comme ça que tu arrives au State. Comment ça s'est passé là-bas? Parce que j'ai l'impression que c'est un pays que tu aimes depuis que tu es jeune, quoi. Comment ça s'est passé, l'adaptation et surtout le football là-bas, c'est comment? Parce qu'on sait que les États-Unis, c'est plus connu pour le basket, le foot américain. Comment c'est l'ambiance du soccer au State? Après, l'adaptation se passe super bien, hein, parce que aussi j'arrive comme un joueur entre guillemets important, donc valorisé. Donc moi aussi, de mon côté, j'avais ce rêve et cette envie de partir aux États-Unis. Donc j'arrive avec des grands yeux, je veux tout découvrir, je veux tout voir. Donc de ce côté-là, c'était super. Et aussi, comme tu as dit, aux États-Unis, c'est pas pareil. C'est-à-dire que moi, je sors de clubs comme Ajaccio ou Valence où il y a une grosse pression, mais pour deux raisons différentes. C'est qu'Ajaccio, si tu descends, si le club il descend, c'est des gens qui perdent leur travail, c'est, on va dire, une économie qui embête parce que c'est une petite ville, il n'y a pas beaucoup de gens, donc c'est tout le monde va au stade et tout le monde supporte la ville. Donc si tu descends, c'est aussi la ville aussi qui en perd aussi, on va dire. Et à Valence, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que tu avais cette pression où c'est un grand club, en Espagne c'est vraiment des fanatiques, où tu as cette pression où il faut gagner tous les matchs, où tu es dans un groupe avec des gens où il faut se qualifier pour des compétitions européennes. Là j'arrive aux États-Unis et il y a zéro pression. Ah ouais. Zéro pression parce que c'est pas le sport populaire. En France, le foot est le sport populaire. Là-bas, on va mettre cette pression-là aux footballeurs américains, aux basketteurs qui vont jouer les playoffs. À nous, on demande juste de jouer, quoi. Et au final, il y a un système aussi qui fait qu'il n'y a pas de descente, il n'y a pas de montée. Donc au final, la pression que je te dis de descente ou des gens qui vont perdre le travail, elle n'existe pas. Donc au final, que ça se passe bien ou mal, objectivement, n'a aucune répercussion sur le club ou sur les finances. Donc là, il faut juste faire les playoffs. Si tu fais les playoffs, tu as réussi ta saison. Si tu les fais pas, on se revoit l'année prochaine, quoi, tu vois. Ok. Du coup, ouais, c'est pas du tout la même ambiance, pas du tout la même pression, etc. Mais tu as pris du plaisir quand même à jouer là-bas. Ah oui, non, moi j'ai pris du plaisir. Tu as ce côté aussi où je découvre. La première année, la première année, c'est de découverte. En vrai, j'étais parti aux États-Unis avec mes parents, j'avais 12 ans. Là, j'arrive
en tant qu'adulte, dans des conditions qui me sont aussi favorables. Tu voyages partout, tous les week-ends, tu passes de Los Angeles à Miami, Orlando, tu pars à Montréal, tu découvres des trucs. Franchement, c'était super cool. Donc moi, j'ai vraiment adoré, tu vois. Ok. Merci de nous avoir raconté cette expérience américaine. Du coup, tu fais 2-3 saisons là-bas. 4 saisons. 4 saisons, ok, tu fais 4 Je saisons. fais 3 saisons et demie à New England. Ah ouais, quand même. Et après, je me retrouve prêté, malgré moi, à Houston 6 mois. Franchement, ce qui est impressionnant de ce que je t'écoute, c'est que la carrière d'un footballeur, des fois, se fait de certains deals que les footballeurs ne sont même pas informés, mais des fois, c'est un peu forcé. Je sais pas si tu confirmes ça, quoi. Ouais, c'est qu'au final, quand tu arrives dans le monde on va dire plus pro, tu as ce côté où ça devient aussi un business. Ouais. Donc c'est un business pour moi, c'est un business pour mon coach, c'est un business pour le directeur sportif, c'est un business pour le club. Donc tu as cette partie business qui n'est pas visible, parce que quand tu vas voir un match le week-end, tu te focalises sur les 11 joueurs qu'il y a, tu vois. Alors que derrière, tu as des agents. Les agents, c'est leur métier. Si moi, aujourd'hui, je suis agent, je veux faire venir des joueurs, je veux pouvoir les vendre. Si je les vends, ça libère une place, donc ça ramène aussi une possibilité de faire rentrer de l'argent. Après, donc tu as tout ce côté où c'est des roulements. Tu sais, il y a des Florian Balmont ou des Benjamin Nivet ou des Totti qui jouent 10 années dans le même club. C'est très rare. C'est vrai. Parce que le football, le côté business n'est pas fait pour ça. Ouais. Et maintenant, j'ai l'impression que le côté business l'emporte souvent, malheureusement. Ah, maintenant, on s'est rapproché à du trading, tu vois. Avant, c'était un business. Tu sais, après, moi, j'ai grandi avec les Zidane, où tu vendais des Zidane, tu le vends 40 millions, ah, folie. Ouais. Aujourd'hui, ça manquerait de respect à personne. Hein. Le foot fait que, et le business fait que. Il y a tellement d'argent que un jeune, il va jouer 6 matchs et il va être vendu à des sommes astronomiques. Et heureux pour le joueur, hein, parce que au final, les gens ils disent que c'est des grosses sommes, mais les grosses sommes sont prises par d'autres personnes et pas par le joueur. C'est vrai. Donc aujourd'hui c'est du trading, aujourd'hui c'est le montagne russe. Hein. Ouais. Un joueur il va être très vite propulsé en haut parce que les médias vont faire en sorte qu'il faut faire monter sa valeur et très vite aussi propulsé en bas parce que aussi on a gagné de l'argent avec toi, vas-y c'est qui le suivant quoi.